Bonsoir, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro du Club de la Presse en compagnie de 4 chroniqueurs qui ne sont pas en week-end long, ils sont sur le pont. Il fallait bien que je la fasse. Ce ne sont pas des moussaillons mais des véritables marins. Le premier d'entre eux, Hervé Boggio. Bonsoir. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Le républicain lorrain. À côté François Pelleret. Bonsoir François. Bonsoir Jérôme. Bonsoir France Bleu, il se lève même les jours fériés. Claude Bellet, journaliste essayiste. Bonsoir. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Et avec une veste façon Darren Tulette, Arnaud Demerlet, Moselle TV. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tout de suite, on passe à vos coups de gueule et vos coups de cœur. C'est assez équilibré aujourd'hui, je regarde. Non, il y a un coup de gueule quand même. Un coup de gueule, un coup de cœur. D'abord, pour commencer, c'est Hervé Boggio sur un livre de Christian Hague. Oui, je voulais saluer l'apparition de cet ouvrage, Le Murmure des démons. Alors Christian Hague, c'est quelqu'un qui est originaire de Delme. Il a grandi dans le Saulnois et aujourd'hui il est éducateur spé. Et il raconte dans cet ouvrage son enfance de bébé abandonné. Alors, on est aux antipodes de l'ego trip, hein, même s'il y a forcément une part thérapeutique, on va dire, dans cet exercice d'écriture. C'est d'abord assez courageux parce qu'il a vraiment un itinéraire très, très particulier. Et puis, c'est surtout généreux parce que l'ouvrage en lui-même est écrit à destination, on va dire, de toutes celles et ceux qui peuvent être en contact avec des enfants ou des adolescents difficiles pour les aider à un peu mieux comprendre, à avoir des clés, peut-être pour décrypter un certain nombre de comportements parfois. Ce n'est pas un sujet facile là, que vous nous posez sur la table. Le sujet n'est pas facile et c'est vrai que pour le coup, l'essai est assez réussi. D'ailleurs, il a été salué notamment par un certain nombre d'associations de travailleurs sociaux, etc., qui est vraiment un beau travail. Le Murmure des démons de Christian Hague qu'on peut trouver, je suppose, sur Internet. Sur Internet et en librairie. François Pelleret, coup de cœur aussi. Oui, un coup de chapeau pour deux communes qui, face à la flambée des prix d'électricité, ont décidé de couper la lumière la nuit, entre minuit et 5 heures, quand même, ça va, c'est vraiment le plein creux de la nuit. Alors, il y a l'intercommunalité de Pompée, c'est 13 communes, ça représente quand même du monde, mais la facture, entre 2021, a augmenté de 40%. Entre 2 années, 20 et 21. Oui, 20 et 21. Donc 7500 points lumineux dans ces 13 communes, lumière coupée. Et puis il y a aussi en Moselle-Est, au sud de Forbach, Folklin. Alors c'est à une moindre échelle, ils espèrent réaliser 10 000 euros d'économie. Bon, mais ça compte, rien, déjà. ça compte, et de faire 40% d'économie. Moi j'y vois aussi donc une capacité d'adaptation quand les prix de l'électricité sont multipliés par 3. Et il n'y a pas de bouclier tarifaire pour les collectivités, contrairement aux particuliers. Alors à ceux qui ont peur de l'insécurité dans la nuit noire, le maire de Pompée rappelle que les cambriolages ont surtout lieu dans la journée, plus que la nuit en zone rurale. Et puis moi j'y vois aussi un intérêt écologique, un petit peu de ciel noir, un petit peu de nuit noire, on voit les étoiles, ça repose les animaux et les plantes qui sont programmées pour avoir du noir chaque nuit, pour bien se porter. Donc voilà. J'ai noté aussi un dernier chiffre. Vous savez combien il y a de points lumineux de lampadaires en France? Ça a été recensé 11 millions, ce qui en fait 1 pour 6 habitants. On est plutôt bien doté. Ouais. Et donc, vous militez pour les animaux nyctalopes. Ça n'est pas un gros mot. Claude Bellet. C'est sûr qu'en Afrique noire, il y a beaucoup moins de points lumineux. Hein. Claude Bellet, moi, je suis assez circonspect sur ces histoires. Oui, alors je voulais avoir votre avis d'ancien élu. Parce qu'on naturellement, on a regardé ça aussi. Ça reste quand même marginal. Et c'est vrai que couper tout éclairage la nuit, ça crée une sorte de climat un petit peu stressant. Il y a des gens qui rentrent à 1h du matin, etc. Et dans certaines petites ruelles, dans certaines petites rues de certaines communes. Bon, moi, je pense qu'il vaut mieux garder la lumière, peut-être faire des économies ailleurs, si on veut. On peut toujours faire des économies dans une collectivité. Mais tous les lampadaires ne sont pas à LED. Hein. Oui, je sais bien. Beaucoup. Alors déjà, passer au LED. Hein. Voilà. Alors il y a des efforts à faire, justement, en transformant les ampoules à incandescence par des LED, etc. Mais couper le courant, moi, ça me paraît un petit peu, un peu dangereux. Voilà, c'était le coup de gueule de Claude Bellet. On avance puisque vous avez un deuxième coup de gueule. Oui, j'ai un coup de gueule là, qui est un petit peu plus sérieux. C'est contre le calendrier qui a été retenu pour les dates des élections présidentielles, législatives. Vous vous rendez compte qu'il va se passer 7 semaines, presque 2 mois, enfin 1 mois et 3 semaines, entre le deuxième tour de la présidentielle et le premier tour des législatives. Conséquent de ça, ça fait pendant 7 semaines, ce pays est quasiment à l'arrêt. Je
Je veux dire, on a un gouvernement qui a mis du temps à partir, un autre qui est à peine installé mais qui n'est pas sûr de rester en fonction des résultats de... Et du coup, le pays, là, donne l'impression un petit peu de flotter, de ne pas être dirigé. L'Assemblée ne siège pas, naturellement. Donc, on est dans une période, à mon avis, on a sous-estimé cette durée, parce que pendant ce temps, pendant ces 7 semaines, sans compter les semaines qui avaient précédé et les mois de campagne, etc., ce pays n'avance pas beaucoup. Et il y a un sentiment global d'hésitation, de doute, voilà, qui n'est pas, surtout, qui ne permet pas aux responsables politiques de mener des actions dont certaines sont urgentes, comme chacun sait. Hein. Mais qui, cette semaine, pour la campagne, moi je trouve pas ça anormal. Ce qui est anormal, par contre, pour moi en tout cas, c'est la nomination tardive du gouvernement Elisabeth Borne. C'est pas Parce ça. que cette semaine, pour moi, c'est pas illogique. C'est pas ça. C'est la différence entre les deux, je veux dire. Ou alors il faut revenir sur la concomitance du quinquennat et de la présidentielle et des législatives. Mais moi, il me semble que ce délai-là est trop long parce qu'encore une fois, le pays est en suspension. Le pays est suspendu. Il ne se passe rien. Le gouvernement prépare une loi pouvoir d'achat. Oui, il prépare. Évidemment, il faudra qu'il ait sa majorité pour que ce texte s'applique. Voilà. Donc on n'avance pas d'un poil pendant cette période et c'est assez regrettable. Justement, puisqu'on parle de poils, Arnaud Demerlet, vous allez nous parler de 2 boules de poils. Oui, et plus généralement du parc de Sainte-Croix. Je pense qu'on a quand même la chance d'avoir un parc de cette envergure qui rivalise d'ingéniosité vraiment tous les ans pour conserver sa place en Moselle, mais bien au-delà, je trouve. Et effectivement, il y a 2 oursonnes qui ont fait leur premier pas sur leur nouveau terrain de jeu. On les voit, c'est Arizona et Montana. C'est forcément une attraction pour un parc comme le parc de Sainte-Croix. Et je parlais donc de... J'adore cette image-là, regardez. Oui. Elle a du mal à tenir. Ouais. Ça vous rappelle votre enfance quand c'est vous ça, montiez aux arbres? Tout à fait. Et donc je parlais de rivaliser d'ingéniosité parce qu'il n'y a pas que ça. La semaine dernière, il y avait une convention, un colloque autour du lynx qui a fait beaucoup parler. Et puis il y a l'autre nouveauté puisqu'il y a maintenant des lodges où on peut regarder les cerfs. Ça a longtemps été les loups, maintenant c'est les cerfs. Moi j'ai eu la chance d'aller qu'une seule fois au parc de Sainte-Croix. Alors j'ai pas eu forcément de chance parce qu'il faisait très chaud. Les animaux ne sont pas sortis. Mais franchement, je le répète, je pense que la Moselle a vraiment une grande chance d'avoir ce parc. Voilà, ça vous a ému les ours noirs, les oursonnes, elles sont mignonnes. Alors elles s'appellent Arizona et Montana parce que ce sont des ours américaines. Oui, non, c'est très mignon. Moi, j'y suis allé plus d'une fois au parc de Sainte-Croix. C'est toujours avec grand plaisir. Et c'est vrai que c'est pas la même ambiance qu'un parc zoologique. Non, c'est totalement différent. Voilà. Un petit côté plus sauvage, plus naturel. C'est plus étalé, voilà, il y a plus d'espace et oui, c'est moins dans... Pourtant, il y a des enclos quand même. Mais... Oui, mais c'est un côté parc africain, quoi, avec ses lodges, etc., où on peut observer les animaux. C'est formidable, franchement. Je sais que vous aimez beaucoup, Jérôme. Moi, j'adore. C'est votre côté Tarzan. Au chapitre des naissances, il y a eu 3 chatons lynx aussi la semaine passée. Concomitamment avec le colloque, c'était très, très mignon aussi. Ils font ça super bien à Sainte-Croix. On les salue, on les embrasse. Voilà les coups de gueule et les coups de cœur. Passons maintenant au premier sujet du Club de la Presse. Il n'y a pas de nounours ni de lynx, mais ça pourrait être quand même une meute qui se met un petit peu en colère, puisque nous allons parler de la présidence de l'Université de Lorraine. Un accouchement dans la douleur, en effet, faute de majorité absolue. Après 2 tours de scrutin et de longues heures de négociations, la présidence de l'Université de Lorraine n'est toujours pas pourvue. Il manque une voix à la présidente sortante, Hélène Boulanger, qui est successeur désigné de Pierre Mutsenart. C'était sa première vice-présidente. Oui, c'était sa première vice-présidente. On voit ici Pierre Mutsenart. Il lui manque une seule voix. Oui. Elle a fait 2 tours. Elle plafonne à 15 puisqu'il faut 16 voix à la majorité absolue. Qu'est-ce qu'on lit à travers ces difficultés pour élire une vice-présidente qui est en quelque sorte la fille désignée? Absolument, ouais. La fille spirituelle désignée. Ça fait quelque temps déjà qu'on sait que la gouvernance à l'Université de Lorraine a cessé d'être un long fleuve tranquille. Hein. La présidence, le second mandat de Pierre Mutsenart a été compliqué, notamment du fait d'une fronde d'une partie des personnels à Metz, des enseignants-chercheurs, ce qui s'est compliqué par des rapports difficiles également désormais avec la ville de Metz et l'Eurométropole. Donc voilà, je crois qu'on a quelque part la traduction dans les faits de cet état de fait. On arrive à une situation de blocage. Alors, j'ose espérer qu'elle va être dépassée le 31 mai prochain, puisque c'est le jour où le conseil d'administration se réunira à nouveau. En attendant, l'image renvoyée, effectivement, est assez difficile.
Voilà, clairement. Quel Claude- pataquès. Moi, Claude Bellet. c'est navrant, enfin, je veux dire, c'est pathétique, parce qu'il y a une dimension, effectivement, il l'a souligné, Hervé, mais il y a le rôle des politiques dans cette histoire, et en particulier du maire, président de l'Eurométropole, maire de Metz, etc. Donc, pourquoi c'est pathétique? Pourquoi? Parce que c'est navrant. Parce que ça fait des décennies que cette fausse guerre entre Nancy et Metz est allumée. Alors, chaque fois, dans les discours officiels, tout le monde dit naturellement c'est fini, maintenant on travaille ensemble. Vous vous rappelez de M. Gros qui allait régulièrement à Nancy, etc. Bon. Et puis, au bout du compte, on retrouve cette vieille rancune cuite et recuite qui continue à faire son effet. Je veux dire, ce n'est pas responsable de la part des hommes politiques de cette région. Là, il faut prendre... On voit bien que ça se joue à une voix, et on sait très bien qui retient les voix. Ce qui est navrant, encore une fois. Cette université, oui, cette université, elle doit être dirigée par ceux qui ont mandat pour désigner leur président, et puis c'est tout, sans se garder ou sans se préoccuper de toutes les influences néfastes qui peuvent se manifester. Voilà mon sentiment. Vous avez les noms aussi de ceux qui font l'élection? Oui, François Pelleret. Pardon, juste des deux côtés. Ce que je dis pour Metz est aussi valable du côté nancéen. Bien sûr. Et cette guerre Metz-Nancy, elle est peut-être inutile, certes, mais elle a bien lieu. En tout cas, sur le terrain de l'élection du président de l'université, avec la nancéenne Hélène Boulanger, le messin Christophe Schmitt, et François Grosdidier, comme tu l'as dit, qui siège au conseil d'administration, qui est au milieu de ce match. Classique, Marc, c'est malin. Oui. Oui, c'est malin. C'est Et très oui, malin. oui, oui. Moi, j'observe que l'université est devenue le nouveau terrain d'affrontement de cette guerre peut-être inutile entre Metz et Nancy. On a eu le terrain du football pour s'affronter, on a eu la région, on a eu la gare TGV. Bon, bah maintenant, c'est l'université. Vous pensez que c'est simplement ça, c'est cette guerre Metz-Nancy qui ressort? Parce que l'université de Lorraine a du mal à passer pour les Messins, de manière générale. Ça fait quoi, 12 ans qu'elle existe? 10 ans, oui, 10 ans, oui, 2012, 2022. On a du mal à l'accepter côté messin. Tous les articles que l'on lit, c'est il ne se passe rien à Metz, les enseignants sont livrés à eux-mêmes, etc. Les crédits sont très déséquilibrés. Elle a du mal à passer cette fusion. Oui, bah, déjà, il y a une différence de notoriété entre l'université de Nancy et l'université de Metz, ou en tout cas la ville de Nancy paraît plus étudiante que Metz, ça c'est une première chose. Oui, historiquement, c'est clair. Oui, donc déjà, il y a ce fait historique qu'il faut rappeler. Et puis effectivement, moi je trouve que d'une manière générale, on retrouve beaucoup de politique dans ce qui se passe aujourd'hui. Et encore une fois, c'est presque comme ce qui s'est passé avec l'élection municipale à Metz. Alors peut-être que Hélène Boulanger est la fille spirituelle de Pierre Mutsenart, mais ça n'a pas été bien préparé. Ça aurait dû être fait en amont, puisqu'on retrouve comme deux vice-présidents là qui se titillent pour la présidence avec Christophe Schmitt. C'est ça que moi que je reproche. Je parle des municipales parce qu'on se rappelle de Dominique Gros avec Richard Léogier et Xavier Bouvet. Donc voilà, pour moi c'est une nouvelle fois une sorte de cacophonie, de non-préparation. Et encore une fois, comme tu l'as dit pour le gouvernement, quand c'est pas préparé, eh ben, on n'avance pas. Moi, je vais même plus loin. Je me demande si, vous savez, cette fameuse autonomie des universités qui s'est faite notamment sous l'égide de Mme Pécresse, il y a déjà quelques années, avec donc des présidents indépendants, élus, etc. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux, finalement, quand on voit en tout cas ce qui se passe ici dans notre université, si finalement ce n'est pas l'État, une espèce d'autorité nationale qui devrait désigner les présidents en fonction naturellement de leur cursus, de leur capacité, etc. Ça éviterait ce genre de petite chamaillade. Comme le recteur. Un peu comme un recteur. Vous êtes dans la centralisation, le retour de la centralisation. Alors c'est Non, laissez l'autonomie, mais, que le patron soit... Voilà. Jean-Christophe Camard est l'intérimaire du moment jusqu'au 31 mai. Est-ce que vous pensez que d'ici là, c'est très court, c'est dans quelques jours seulement, eh bien Christophe Schmitt arrivera à performer, donc il lui faut quand même un certain nombre de voix, puisqu'au deuxième tour, il a eu 7 voix, au premier tour 6. Je rappelle qu'il en faut 16. Ça paraît un peu compliqué quand même pour lui. Alors, d'abord, la démocratie interne a parlé. Effectivement, Hélène Boulanger est arrivée en tête, même si en nombre de voix, c'est moins spectaculaire qu'en nombre de sièges. Le fait est que, voilà. Le problème aussi, c'est que les structures même de l'Université de Lorraine et de son conseil d'administration font que la démocratie interne ne désigne que 16
membres, plus les 4 membres étudiants. Il y a donc finalement une large représentation des collectivités d'abord et des personnalités qualifiées ensuite, alors qui est tout à fait intéressante, puisqu'il faut évidemment qu'une université s'inscrive dans son écosystème, on va dire, mais qui peut rendre l'élection tout à fait complexe. Là, on a beaucoup parlé des difficultés avec le pôle messin qui sont tout à fait réelles et qui se sont bien sûr manifestées, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga des difficultés que rencontre l'Université de Lorraine. Je pense qu'il y a aussi d'autres clivages, sans doute moins importants que celui-là, qui font qu'on en est là aujourd'hui. Pour moi, il me paraît assez difficile d'imaginer que Christophe Schmitt rallie donc 9 voix aujourd'hui qui lui manquent pour obtenir la majorité absolue. Et de surcroît, je ne sais pas du tout comment cette élection, si elle devait avoir lieu de cette façon-là, serait perçue à l'interne. Parce que pour le coup, ce serait d'une certaine façon un déni de démocratie. Sur le fond, on peut s'interroger sur le fait que il n'y ait pas eu de liste du collectif messin Charlemagne, qui est très actif avec des gens que l'on connaît bien. C'est assez surprenant de ne pas être monté au front dites-moi si je me trompe, est-ce qu'ils n'ont pas choisi de soutenir Christophe Schmitt? Oui, mais bon, ils auraient pu monter une liste commune avec une véritable identité messine. Forme du soutien, c'est clair. Non, parce que quand je t'écoutais faire le parallèle avec la politique à gauche, je pensais aux deux gauches irréconciliables. Et là, l'image que rend l'Université de Lorraine, c'est 2 familles au sein de l'université qui sont irréconciliables. Le dessin de Catherine pour évoquer cette polémique à la tête, à la présidence de l'Université de Lorraine. D'un côté Hélène Boulanger, de l'autre Christophe Schmitt. Attention, la messe n'est pas dite, avec un jeu de mots. Je mets 5 francs dans le nourrin, aurait dit Maître Capello, pour les moins jeunes d'entre nous. On passe tout de suite au deuxième thème, c'est très politique aujourd'hui. La semaine dernière, alors que nous enregistrions le Club de la Presse, on savait qu'Elisabeth Borne allait désigner un gouvernement, mais nous ne savions pas encore qui le composerait. Voilà, c'est fait. Et une nouvelle fois, le Grand Est de la France est absent de ce gouvernement. Mis à part une secrétaire d'État à l'enfance qui est née à Nancy et qui a fait une partie de ses études à Metz, Charlotte Cobel. Moi, ça me fait toujours rire, mais on fait partie de ces médias. On aime aller chercher toujours tel ou tel qui est né. En fait, on l'a jamais vu à Metz et n'a quasiment... bref, on est tous, coupables et chauvins dans ce genre de situation. Mais à part donc cette chère Madame Cobel, il y a un directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, puisque c'est Jean-Marc Huard, point de Lorrain dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Encore une fois, serait-on tenté de dire, puisque la dernière, je le rappelle, c'était Aurélie Filippetti en 2014. Il y a un changement de pratique. Jusqu'à présent, en tout cas, dans ces, disons, 30 ou 40 dernières années, quand on composait un gouvernement, la nature, l'origine de ceux qui étaient appelés à avoir un portefeuille ministériel, une partie du choix se faisait en fonction d'une répartition géographique. Il y avait un équilibre géographique. Voilà. Ça, c'est fini. C'est plus à la mode. Ça se fait plus. On imagine que les territoires sont peut-être suffisamment représentés par le Sénat. En tout cas, on ne tient plus compte de ça. En revanche, ce qui n'était pas non plus le cas il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près dans la parité. Les gouvernements sont paritaires, ce qui n'était pas, et encore, il y a quelques années. Donc, il y a 2 changements d'approche dans la composition des gouvernements. On est passé à autre chose. Le problème plus spécifique, si on veut regarder notre département, la Lorraine, le Grand Est, etc., c'est qu'apparemment, il n'y a pas de personnalité suffisamment marquante pour avoir été remarqué et en tout cas avoir eu des propositions d'occuper un poste. C'est ça. Vous rappelez la dernière ministre, Madame Filippetti, dans les secrétaires d'État, M. Todeschini, et puis avant. Alors, il faut remonter à Pierre Messmer, à M. Longuet, etc. Donc, cette région sans doute ne produit pas assez de personnalités qui pourraient avoir, en tout cas aux yeux de Paris, une envergure nationale. Alors, je ne voudrais pas être condescendant vis-à-vis des membres du gouvernement, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que quand je lis, à part peut-être des poids lourds, comme Éric Dupond-Moretti ou Gérald Darmanin, je veux dire, ou Bruno Le Maire, je ne voudrais pas faire injure aux autres, mais bon, on ne peut pas dire que ce soit non plus des poids lourds connus ailleurs que dans leur département d'origine. Non, mais Dupond-Moretti est archi connu, Darmanin aussi, donc ça n'a rien à voir. Quand on lit les autres,
ministre, on se dit pourquoi pas un Mosellan, pourquoi pas un Lorrain. Mais par exemple, le président Jean Rotner, on sait très bien pourquoi il ne peut pas y être. On sait qu'il est en bisbille avec le gouvernement. Il a un peu taillé quand même Donc, Emmanuel Macron. Sinon, il a l'envergure pour y être. Pareil à Mathieu Klein, a plus une sensibilité vraiment de gauche, qui ne rentre pas avec la ligne de conduite d'Emmanuel Macron. Donc c'est aussi ça qui rentre vraiment dans la stratégie d'un gouvernement. On a failli avoir Catherine Vautrin, première ministre, Oui. qui représente. Mais bizarrement, elle n'est pas dans le gouvernement. Elle aurait pu avoir un rôle. Elle a ailleurs. refusé un lot de consolation. C'est ça. Après avoir préparé Matignon, c'était compliqué de l'intégrer à l'équipe gouvernementale. Oui, sur l'équilibre territorial, en effet, ce n'est plus à la mode. Mais je me suis demandé, finalement, est-ce que c'est pas plus mal comme ça? Parce qu'un ministre n'est pas ministre de son territoire, il est ministre de tout le territoire de la France. Est-ce que ça n'apportait pas certaines dérives de vouloir d'abord défendre les intérêts de sa région quand on était à Paris? Le souci était aussi d'avoir une représentativité, là pour le coup, non pas de tel ou tel ministre, mais du gouvernement dans son ensemble, qui devait être représentatif du territoire. C'était vraiment quelque chose qui était très très ancré. Aujourd'hui, effectivement, c'est un fondement qui a disparu. C'est complètement dépassé. De la même façon, là, on s'interroge un petit peu, mais façon 20e siècle, sur le poids des politiques. Le poids des politiques et le fait qu'ils soient appelés ou non au gouvernement. J'observe aussi que de plus en plus, un certain nombre de personnalités de la société civile intègrent les gouvernements successifs et qu'on a manifestement non seulement un problème de poids des représentants de la majorité dans notre région, puisqu'ils ne sont pas appelés au gouvernement, mais qu'on n'a pas non plus de personnalités de la société civile qui sont jugées suffisamment représentatives, visibles pour être également appelées. Après, petit bémol, attendons quand même le 19 juin. Je pense qu'il y aura quelques ajustements. Oui. Arnaud de Merlet, le Grand Est, zone blanche, donc pour à la fois les politiques ou les personnalités issues de la société. Je pense que tout a été résumé. C'est pas forcément une surprise, on s'y attendait. C'est vrai que Madame Vautrin a été pressentie à Matignon. L'eau de consolation ou pas, moi je pensais quand même qu'elle aurait peut-être quelque chose. Bon voilà, c'était mon interprétation. Mais je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pas plus mal qu'on reste dans sa chapelle, que nos représentants conservent leur mairie, leur députation. Vous savez comme moi, quand même, que par l'histoire, un ministre dans un territoire, il pèse. Par exemple, l'autoroute de Metz, si elle passe, l'autoroute A4, si elle passe par Metz et non pas par Nancy, plus au sud, c'est bien parce qu'à un moment, il y avait un ministre messin, mosellan. Ouais, mais le poids face à Strasbourg et l'Alsace... Non, mais on sait quand même qu'un ministre peut avoir quelques... C'est une belle vitrine, surtout. Mais tout n'est peut-être pas perdu. Je rappelle que là, on a une liste de 27 ministres. Bon, on verra ceux qui passent avec succès, combien il en restera finalement d'élus. Et puis, ce gouvernement sera complété. Il va y avoir peut-être encore des ministres délégués, des secrétaires d'État. Et parmi 27, la bonne dizaine ou la bonne quinzaine qui va venir s'ajouter, peut-être aurons-nous la chance d'avoir une personnalité locale présente dans le gouvernement de la République. Rapidement, puisque c'est lié, vous le disiez dans votre coup de gueule, nous allons avoir les législatives, 12 et 19 juin. Alors si on n'a pas de tête d'affiche au gouvernement, on a quelques têtes d'affiche qui viennent labourer le terrain. Mélenchon, Bardella. Le terroir semble tout à fait favorable. Si on regarde... Alors, évidemment, toute chose égale par ailleurs, et puis il ne faut pas faire de projection entre la présidentielle et la législative. On est bien d'accord. Néanmoins, le fait est qu'on a un terroir qui est favorable et à la fois au Rassemblement national, singulièrement le vote en Moselle l'a démontré, et puis plus largement pour la France insoumise, désormais nouvelle union populaire, écologique et sociale. C'est bien, la NUPES. Absolument, la NUPES. C'est bien, le voilà. Donc voilà, il y a sans doute des circonscriptions qui peuvent basculer. Ça n'a pas échappé aux ténors nationaux de ces deux ensembles. Et donc, il laboure le terrain, forcément. On est quand même une terre qui compte. Voilà. On va arrêter de se dénigrer. On est quand même une terre qui compte. Bon, on est aussi une terre à portée de TGV. C'est pratique. C'est pas faux. Pour les candidats, ils savent qu'ils peuvent faire l'aller-retour dans la journée. Ils ne sont pas obligés de dormir. Ils peuvent dormir chez eux le soir après la campagne. Claude, ça dit quelque chose, cette présence que les efforts, par exemple, de M. Mélenchon, on peut les comprendre parfaitement, ceux de M. Bardella aussi, et ils ont besoin de mobiliser à fond pour avoir une représentation à l'Assemblée nationale qui soit... Vous savez, Mélenchon, il est en train de se dire qu'il peut arriver avec 170, 180 députés. Donc évidemment, ça doit motiver, etc. Je rappelle que vous nous avez dit que jamais il ne
ne sera Premier ministre. Ah oui, Il y a ça, c'est quelques ça, semaines. non, mais je le répète, Vous nous l'avez il ne dit. le sera C'est jamais. c'est Et redit. je répète aussi que j'ai dit, et je maintiens encore aujourd'hui, que la majorité présidentielle aurait au moins 300 députés. Donc nous en reparlerons. On Non, note. mais que les efforts que déploient M. Bardella et M. Mélenchon sont parfaitement compréhensibles. Pour M. Mélenchon, il va se retirer. S'il pouvait avoir multiplié par 10 le nombre de ses députés, ça serait franchement un succès formidable. Et pour M. Bardella, c'est son avenir propre, personnel, qui compte, car c'est lui qui est appelé, selon toute vraisemblance, à succéder à Mme Le Pen. Allez, Voilà. le mot de la fin avec Arnaud Demerlet sur ce sujet, sur les hommes forts de la campagne des législatives qui connaissent la Moselle. Je rappellerai que Claude avait annoncé que Marine Le Pen Oui, ne serait pas oui, au deuxième c'est tour de la vrai, présidentielle. oui, Donc, c'est vrai, c'est Ça vrai, se oui. fait sourire. on s'en rappelle. Donc non, moi je veux juste sur la stratégie de ces deux hommes quand ils sont venus est totalement différente. Puisque c'est vrai que Jordan Bardella, lui, a mis en avant vraiment les candidats du Rassemblement national lorsqu'il a fait son petit speech, alors que Jean-Luc Mélenchon, pas du tout. Alors qu'il avait Caroline Fiat à côté de lui, il a un petit peu mis en valeur, mais sinon il a vraiment pris toute la lumière pendant la conférence de presse. Donc on voit vraiment que Jean-Luc Mélenchon, il est là vraiment pour lui. Et Vous voulez après dire que les candidats. Mélenchon a fait du Mélenchon. Ouais. La République, c'est lui. Hein, Ouais, n'oublions pas, mais hein. c'est dommage. Je trouve que quand on va sur le terrain, justement pour présenter des candidats comme à Metz qui sont plutôt méconnus, par exemple dans la première circonscription Esther Lec, il faut la présenter, il faut la mettre en valeur parce que Jean-Luc Mélenchon, on le connaît et c'est dommage. Le dessin de Catherine sur le sujet, vous étiez en forme. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement où il n'y a aucun Lorrain, demande l'interlocutrice. Point de vue arbitrage, rien. Mais on peut aussi espérer que ce sera sans gros sabots. Voilà le dessin de Catherine. Merci d'avoir participé à ce Club de la Presse. La citation que j'ai empruntée à une déclaration de celle qui reste pour l'heure la dernière ministre, non pas Lorraine, mais même mosellane, c'est Aurélie Filippetti. Elle était interrogée sur Arte, je crois. Et c'était aussi pour faire un lien avec le pont de l'Ascension, avec une double lecture. Vous le verrez, dans ma famille, la culture a toujours été considérée comme un moyen d'émancipation bien plus que d'ascension sociale dans la vie. Il faut être libre et l'on devient libre grâce à la culture. Aurélie Filippetti en 2014. Merci à tous les quatre. Je vous souhaite un très très bon week-end et on se retrouve non pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine nous serons à Budapest pour le Final Four avec les joueuses de Metz Handball, mais on se retrouve dans 15 jours pour un autre numéro du Club de la Presse. Bonsoir.